Voilà, donc la présentation des personnes a déjà été faite, donc je voulais d'abord faire une entrée. Donc en fait, c'est dès l'année 2008 que le Festival des Templiers a eu le privilège de recevoir les visites des contrôleurs antidopage de l'Agence française de lutte antidopage, qui était très nouvellement créée. Cette même année 2008 est également celle où Christophe Batson a été présent pour la première fois sur cet événement. Il intervenait alors pour déjà témoigner sur les risques du dopage dans le domaine du trail. Et en fait, par un hasard étonnant, en préparant cette conférence, j'ai pu aussi retracer que ma première rencontre physique en vue à vue était avec Damien Rossio. Et elle datait également de 2008. C'était durant les Jeux Olympiques de Pékin que nous nous étions rencontrés. Il était alors encore journaliste pour l'équipe, spécialisée dans le dopage, et j'étais une fervente lectrice de ses articles. Autant dire que les liens du Festival des Templiers et de l'antidopage ne sont pas nouveaux. L'éthique sportive est un point très sensible pour Gilles Bertrand et moi-même, après avoir passé plusieurs décennies à observer l'athlétisme de haut niveau et ses malheureuses dérives. Tous les deux, nous avons couvert pour le magazine VO2 6 Jeux Olympiques entre 1992 et 2012, plusieurs dizaines de championnats du monde entre 1991 et 2013. Au point que depuis 2015, j'ai choisi d'orienter mon travail de journaliste exclusivement sur l'information de l'antidopage en France et à l'étranger à travers le site internet sp15.fr. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu voir se concrétiser un projet très étonnant, celui d'un partenariat entre le Festival Oka Les Templiers et la FLD. Ce partenariat vise à mettre en place la politique de prévention menée par la FLD afin de donner des informations pertinentes aux participants du festival. Sur le plan des contrôles, notre souhait est évidemment celui d'un plus grand nombre de contrôles, en particulier sur les épreuves dotées de primes. Ceci n'est pas nouveau puisque depuis plusieurs années, nous écrivons un courrier chaque année au secrétaire général pour solliciter la venue de prélèveurs antidopage. Il s'agit toujours de simples demandes puisque la décision d'effectuer des contrôles sur site relève exclusivement de la compétence de la FLD. Le Code du sport interdit en effet que l'organisateur d'un événement soit décisionnaire de contrôle. L'engagement du Festival Oka Les Templiers envers l'antidopage s'étoffe encore cette année dans un contexte de professionnalisation accrue de la discipline. Voilà, j'introduis maintenant donc Damien Rossio. Il est connu pour être le journaliste qui a révélé le dopage de Lance Armstrong. C'était en 2005. Après l'arrêt de sa carrière à l'équipe en 2014, il intègre d'abord l'OCLAEPS, les gendarmes de l'antidopage, puis en 2015 la FLD, comme responsable du département des contrôles, puis du service de renseignement et désormais directeur du développement. Christophe Batson, il est connu pour être le cycliste qui s'est opposé au dopage durant sa carrière au moment du scandale Festina. Dans les années 98-99, il avait alors été harcelé par Lance Armstrong. Il a travaillé ensuite pendant plusieurs années avec la FLD pour le département des contrôles et il est désormais conseiller régional antidopage à la Dragès en charge de la commission de trafic. Voilà, donc je vais donner maintenant la parole à Damien Rossio. Merci beaucoup Odile pour ce préambule. Merci surtout pour cette invitation dans le cadre du partenariat que l'Agence française de lutte contre le dopage a passé avec les Templiers. C'est une toute première historique pour l'agence et c'est une première qui a du sens puisqu'on est ici installé au Salon du Trail. Et c'est une expérience qui est humainement incroyable et totalement enrichissante et j'espère qu'on reviendra. J'espère également que ce type de partenariat se multipliera avec les organisateurs. Notre volonté, c'est d'être avec vous, d'être sur le terrain, comment dire, de respirer justement cette incroyable énergie qu'on retrouve aux Templiers et dans le trail en général, je l'espère. Et donc je suis content aussi d'être avec Christophe. On se connaît depuis plus de 20 ans. Et on a travaillé sur différents sujets, sur différents terrains. Mais voilà, c'est la confiance qui nous rassemble et je vous remercie d'être ici aussi. Il y a beaucoup de sportifs qui sont partis, je pense qu'ils ont des contingences d'entraînement et des règles à suivre. J'espère qu'ils nous écouteront tout à l'heure. À toi.
Ouais. Ouais, mais bonjour à tous. Ouais, ravi d'être là parce que ouais, c'est pas un partenariat, je crois que c'est plutôt de l'amitié qui fait que je suis là. Donc je le dis sincèrement. Et ouais, moi je suis peut-être là pour apporter ce pourquoi je me bats depuis des années en fait. Et plus j'insiste et plus je me retrouve de plus en plus dans cette position, c'est de dire que en fait pendant des années, il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant que ça avait été courageux de pas me doper, courageux de dénoncer, mais j'ai jamais compris cette question et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai compris que j'avais pas eu besoin de courage parce que j'étais libre de le faire. Et aujourd'hui, dans la vie, en fait, il y a plein de choix que l'on fait, mais qui sont parfois des choix obligés, où on nous amène vers ces choix, et finalement, des choix, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Et donc, on est obligé d'ouvrir la porte là où il y a la porte. Et aujourd'hui, le message, en fait, moi, si je suis là et si je continue, c'est pour dire attention à la posture qu'on doit avoir dans le trail, comment doit évoluer le trail, les managers, les sportifs de masse également, quelle est la motivation qui nous amène au trail. Est-ce que finalement, c'est une motivation qui nous permet d'alimenter une bonne estime, une vraie bonne estime de soi ou une fausse bonne estime de soi? En fait, la vraie bonne estime de soi, celle qui dure tout le temps, et elle est durable, c'est être capable de s'auto-évaluer, et quand on se brosse les dents le soir, quand on se voit dans un miroir, on se dit « ouais, je suis une belle personne ». C'est se dire que finalement, on n'agit pas que pour soi, mais on agit dans l'intérêt général. Et vu la conjoncture actuelle, on sait que la solution première, indirectement, même si ce n'est pas facile à mettre en œuvre, c'est de vivre ensemble. Et dans le trail, c'est pareil, en fait. Qui dit vivre ensemble, c'est agir de manière éthique. C'est quand on fait quelque chose, se dire que si on inversait les rôles, est-ce qu'on serait d'accord? Et dans ce cas-là, peut-être que si on allait vers cet esprit-là, vous voyez, il y a tout un dispositif de lutte, on va en parler, qui se met en place, plein de dispositifs de prévention. Mais je pense que c'est vraiment une approche globale que l'on doit avoir par rapport au sport, par rapport à la pratique. Est-ce que finalement, je fais du sport pour le plaisir qu'il m'apporte immédiatement, ou je fais du sport pour les conséquences que m'apporte une éventuelle performance? Et là, on se rend compte que ça peut apporter parfois certaines dérives. Voilà, merci. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions de la part des journalistes ou du public qui est là. On peut faire passer donc un micro. Attends, non. Oui, je veux bien. Merci. 2 minutes. Je crois que c'est bon. Bonjour à tous les trois. Petite question, je crois avoir vu que c'est le partenariat FLD Templiers, c'est une première historique. Pour quelle raison ce partenariat pour quelle raison qu'est-ce que ça change en fait d'avoir été le premier événement à intégrer la FLD au sein, avec la FLD en tant que partenaire quasi officiel, quoi? Pour nous, pour Gilles et moi-même et pour toute notre équipe, c'était un sujet très important depuis longtemps. Et c'est vrai que cette année, on a souhaité s'orienter vers une collaboration plus étroite avec l'Agence française de lutte antidopage pour définir un cadre qui soit vraiment un cadre officiel, très précis, et un cadre qui soit opposable à des concurrents de tout niveau et de tout pays, puisque c'est le cadre qui est défini par le Code mondial antidopage. Donc quand j'ai proposé à la FLD, j'ai pris contact en début d'année pour proposer à la fois une demande de politique de contrôle renforcée et la proposition d'être présent sur le salon, sur le volet prévention. En fait, la FLD a retourné en disant nous on souhaite un partenariat. Pour nous c'est important, en particulier pour moi, puisque je travaille depuis 11 ans sur le volet antidopage, et je pense que c'est un sujet qu'il ne faut jamais éluder. Au contraire, il faut lui donner beaucoup de présence, et il faut en parler beaucoup. C'est un sujet, quand on travaille dedans, les 2 personnes à côté pourront confirmer, c'est un puissant fond en fait, mais il faut être volontariste, il ne faut pas baisser les bras, il faut montrer aussi qu'on s'engage dans ce combat, parce qu'on sent bien qu'il peut y avoir des dérives majeures qui peuvent arriver très rapidement, qui sont
peut-être déjà d'ailleurs en train de se produire. Donc il faut s'engager dans ce mouvement contre. Ça a toujours été ma démarche, une démarche volontaire. Et c'est vrai que pour nous, il se trouve qu'on est le premier événement. Quelque part, j'ai découvert en travaillant avec la FLD sur le projet, je ne le savais pas. Je pense que le projet, Damien Rossio pourra le confirmer, est arrivé à point nommé pour la FLD, qui a pris conscience aussi que le volet répressif, il est important, bien sûr, on compte sur eux pour ça, mais qu'il est important qu'ils soient aussi présents sur le volet prévention et sur des coureurs de tout niveau. Donc c'est vrai que imaginer qu'ils soient présents ici, il y a un an en arrière, j'aurais jamais pu croire qu'on pourrait y arriver, j'y avais même jamais pensé. Donc voilà, c'est une satisfaction à ce niveau-là. C'est innover en fait sur un domaine qui est important, mais avec quelque chose qui pour moi est quand même exceptionnel à aujourd'hui. Merci. Question. Je vais compléter la réponse d'Odile en tant que représentant de l'agence. La première chose, bien évidemment, c'est qu'il y a une communauté de sensibilité et d'approche au niveau de la problématique de l'antidopage. Et puis la chose structurelle qui est capitale, c'est que l'agence fait de l'éducation l'une et sa priorité, et que notre présence incarne totalement cette volonté, c'est-à-dire volonté d'être à l'écoute, volonté d'expliquer les règles, volonté d'éviter, parce qu'on se focalise peut-être trop souvent, mais à raison aussi, sur le dopage lourd. Nous sommes confrontés en permanence au dopage qui est aussi le fruit d'actes involontaires de la part des sportifs qui sont très très mal informés de ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, qui manquent de rigueur au niveau des règles élémentaires d'attention. Et le fait de les écouter, de les entendre, de leur dispenser notre discours et nos mises en garde, c'est capital pour nous. J'avais une question par rapport à la professionnalisation du trail. Vous êtes dans le vélo depuis très longtemps, vous connaissez parfaitement la mécanique de l'évolution. Et donc, je voulais savoir quelles sont vos craintes à ce niveau-là. Parce que le trail, oui, enfin tous les deux. Voilà. Merci. Alors, notre volonté aussi d'être ici répond, aux inquiétudes que Christophe a évoquées tout à l'heure concernant les mutations qui, en ce moment, sont concentrées sur le milieu du trail, qui se professionnalise avec un afflux d'argent, avec des sponsors, avec l'arrivée d'équipes professionnelles, beaucoup de revenus. Ce sont généralement effectivement des clignotants qui peuvent, au vu de l'histoire du dopage et de l'antidopage dans le sport, allumer des signaux d'alerte. Pour autant, c'est une évolution aussi qui malheureusement est inéluctable dans le sport. Je pense qu'il faut être présent, tout simplement. Il faut être présent, il faut veiller à ce qui est important pour nous. Il faut faire, comme le fait Christophe, de la prévention, tout azimut, et comme nous le faisons à l'agence, parce que c'est notre priorité absolue d'accompagner les sportifs dans ce genre de bouleversement du paysage. Juste un petit mot pour dire quand même que découvrir la communauté du trail est un vrai choc pour nous, et un choc extrêmement positif, parce qu'on a senti quelque chose, une énergie incroyable, une manière de pratiquer le sport qu'on ne retrouve pas forcément dans les milieux sportifs professionnels classiques, et que ça motive d'autant plus pour accompagner les sportifs, les acteurs, mais aussi tout l'écosystème dans ces phases de bouleversement. Juste, j'aimerais réagir également et faire un petit écart, parce que c'est vrai qu'on parle de dopage, mais aussi on peut parler de conduite déviante, et quand on parle de l'évolution du trail, on ne peut pas sortir du fait de ce qu'apporte le trail aux yeux des gens et aux yeux de la population entière, dans le sens où quand on fait un ultra, on existe aux yeux des gens. Les réseaux sociaux multiplient par 10, par 100 cette chose-là, et en termes de motivation, justement, c'est sûr qu'il y a énormément de pratiquants qui se mélangent de tout niveau.
Et pour autant, on est clair là-dessus, et je pense que vous avez tous conscience de ça. Vous êtes un lambda, vous terminez un trail de 30 bornes avec un bon résultat, vous serez moins reconnu que si vous faites un ultra et que pour autant vous faites juste que le finir. Et vous serez encore plus reconnu si vous le terminez dans des situations super compliquées. Là, j'interpelle énormément là-dessus en termes de santé, parce que je pense qu'il faut parler de santé, et santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et aujourd'hui, on voit que certains vont privilégier l'existence sociale, mentale par rapport au côté physique. Il suffit de voir, moi je vais sur les grandes courses parfois, des ultras, où je vois arriver les coureurs qui arrivent dans des états très compliqués. Premier point, je vais déjà peut-être choquer quand je dis ça, mais si on n'avait pas la couverture sociale qu'on a en France, est-ce qu'on en arriverait à ce point? En termes de santé, je crois qu'on a des droits, mais on a également des devoirs. C'est-à-dire qu'arrive un moment où on ne doit pas on doit pas mettre de côté tout le côté santé, parce que derrière on sait que les 3 semaines de kiné ou les 4 semaines ou les 6 semaines de kiné, ça ne nous coûtera rien, juste pour se faire plaisir, c'est-à-dire exister socialement et être bien mentalement, juste pour porter le débardeur le lendemain ou la veste de finisher, être reconnu dans la rue pour ça et avoir l'impression de faire partie de la famille des finishers. Et ça, pour moi, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de dérive, c'est la première des dérives, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté sa santé physique pour exister dans une société et dans une situation de compétition, et où finalement on est reconnu par rapport à ce qu'on fait et pas par rapport à ce qu'on est. Et je crois que là-dessus, alors ça peut pas vous paraître philosophique, vous allez vous dire il s'emballe, mais non, je crois que c'est à l'essence première de toutes les déviances, tout comme le désengagement moral. Et là, je parle beaucoup notamment aux managers, aux gens qui gèrent les athlètes. Aujourd'hui, il est bien démontré que s'il y a une première cause à la conduite déviante, c'est le désengagement moral d'un athlète. C'est quoi le désengagement moral? C'est un exemple, un jeune qui a l'habitude de s'étirer pendant 30 minutes tous les jours pour mieux récupérer. Si vous lui mettez des bains chauds, bains froids, vous lui mettez un massage d'1 heure, il va s'étirer que 10 minutes. Il ne va pas prendre tous ces outils pour progresser, il va prendre ces outils pour se désengager, pour se soulager dans sa pratique. Et je crois qu'il est important justement de garder cette pression, de ne pas mettre tous ces athlètes dans un confort incroyable, parce que malheureusement, après, la performance n'est pas simplement due à notre engagement dans la pratique, à sortir de notre confort, mais également à tous les outils qu'on peut aller chercher pour être le meilleur et meilleur que les autres. Et là, parfois, ça peut ouvrir la porte à certaines déviances. Voilà. Je rebondis, moi j'aime bien quand Christophe s'emballe, ça ne me dérange pas du tout. Je situe juste la problématique au niveau de l'Agence française de lutte contre le dopage. Au niveau légal, notre premier prisme, c'est le prisme de la prise de produits dopants, bien évidemment, et de tout un tas d'autres infractions, mais qui sont définies par la liste des produits interdits. Et ça, c'est notre cadre, c'est notre paysage. Pour autant, on est extrêmement, mais alors vraiment extrêmement sensible aussi à tout ce qui concerne la santé des sportifs. On a une mission de santé publique, bien évidemment, mais la santé des sportifs et toutes les interrogations que les sportifs peuvent avoir sur le sens de leur pratique. Et là, donc, je rejoins Christophe, même si moi, les influenceurs, ça ne me dérange pas, et j'allais dire, j'aimerais également que l'agence, et c'est ce qu'on est en train de faire, vous pouvez aller voir sur Instagram, on va aller sur ce terrain-là, s'il faut aller sur ce terrain-là pour parler aux gens, faire de la régulation et de la réduction des risques, on y va très volontiers. Mais ceci étant dit, se questionner sur le sens de sa pratique, sur les risques de l'automédication, etc., tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour toi. Oui, bonjour, Olivier Bessy. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Courir sans limite, la révolution de l'ultra-trail. Et je vais m'emballer aussi parce que ça rejoint tes propos, Christophe, et les tiens, Damien. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'hypermodernité nous gouverne. C'est quoi l'hypermodernité? C'est la démesure, la quête de performance. Il y a une injonction sociale à être performant. Les trails, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une performance sportive, c'est avant tout une expérience extrêmement symbolique où on cherche à être finisher. C'est extrêmement valorisant. Donc c'est effectivement la question du sens qui est posée. Pourquoi on fait un trail? Pourquoi on est prêt à se doper licitement ou illicitement en prenant des ANS, par exemple? Quand on voit les sondages sur le TMB, plus de la moitié en prennent. Tout simplement pour être finisher, parce que être finisher, c'est extrêmement symbolique. Les bénéfices sont incommensurables. Et on est dans une société qui valorise ça. Donc moi, je suis très inquiet
pour le devenir du trail, parce qu'il n'y a pas que la sportivisation et la professionnalisation, il y a aussi ce que la société génère, ce que les médias relaient, ce que les équipementiers amènent, les progrès technologiques qui amènent toujours à aller plus loin dans cette quête de performance infinie. Jusqu'où va-t-on aller? Et les risques pour la santé sont énormes. Après, si vous le permettez, bon, comme on l'a dit, moi, dans le cadre de ma mission, clairement, je l'assume, je suis agent de l'État, je fonctionne en partie, donc une partie de mes activités, c'est pour le ministère des Sports. Pour autant, je suis un fonctionnaire qui a déjà eu de l'aide d'avertissement, même si enregistré, je peux le dire ouvertement, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'il a dit, et le fait d'avoir d'autres activités à côté me permet d'avoir cette liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas attaché, je ne suis pas prisonnier à un ministère, je ne suis pas prisonnier à un poste, je ne suis pas prisonnier d'un team. Et donc ça permet de déjà garder cette liberté est un point important. Et vous savez, quand moi j'entends que les dirigeants des pays, ils annoncent que l'objectif c'est un nombre de médailles, déjà ça me pose problème. Ça me pose problème parce que quand on est manager, qu'on est entraîneur, déjà si on arrive à maîtriser 80% de la performance, c'est déjà beaucoup. Et là, parce qu'à côté, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses. Et puis finalement, si vous voulez gagner une médaille, il faut maîtriser la perf de ton athlète et la perf des adversaires. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, il faut en arriver à une dérive, comme on a pu le voir dans les Landes d'une année, où il y a un papa, parce qu'il voulait que son fils gagne le match de tennis, il est allé mettre des somnifères dans le bidon de l'adversaire. Le problème, c'est que sur le chemin du retour, le gamin, il s'est tué. Et le papa est allé en prison. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on veut mettre en place, et donc je m'étais élevé, moi je rêve finalement d'un dirigeant de pays ou des dirigeants de grandes organisations du sport, disent tout simplement, je souhaite qu'on amène nos sportifs à leur excellence au moment des Jeux. Et je crois que c'est ça ce qu'on cherche. Le sport, il doit pousser à vouloir progresser, être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Il ne doit pas automatiquement chercher. Alors, j'emploierai pas les mots d'Albert Jacquard qui disait que finalement, il ne faut pas chercher à battre l'autre, il faut chercher à se battre grâce à l'autre. Il faut battre ses records grâce à l'autre, mais je crois que c'est là-dessus. Et ça, on doit, nous, quand on encadre le sport, qu'on accompagne des jeunes ou qu'on est dans les teams ou ailleurs, on doit tenir ce discours et avoir et conserver une âme, comme c'est ici sur les Templiers. Je crois que c'est important, mettre ce cœur-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste qu'à participer à une compétition. Vous voyez, moi, j'ai un autre travail à côté aujourd'hui. L'objectif, et je le dis à Dominique tout à l'heure, je veux dire, aujourd'hui, moi, c'est pas consommer la montagne, je veux dire. On n'est pas là pour consommer l'Aubrac, d'accord, ou le Larzac. On est là pour vivre le Larzac, on est là pour vivre la montagne. Et ça, je crois qu'il faut réussir à le maintenir. Malheureusement, le côté économique, l'augmentation, les apports que t'amène la performance à côté, donc on va parler de motivation extrinsèque, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses comme ça, font que parfois on a tendance à l'oublier. Mais finalement, vous savez, le plus fort souvent, c'est pas finalement l'argent. Le plus fort, c'est souvent exister aux yeux des autres, qui est plus fort que tout. Donc je te rappelle que j'ai réservé déjà un de tes livres et que je passerai le prendre tout à l'heure. C'est pour également imaginer combien l'antidopage et la FLD en particulier, mais également d'autres agences et l'Agence mondiale, s'ouvrent sur une compréhension différente de ce qui peut se passer au niveau de la consommation des produits dopants. Les sciences humaines sont de plus en plus importantes pour la compréhension de ce phénomène. Et je rappelais aussi, parce que ça situe les responsabilités, que nous sommes une autorité publique et donc un régulateur, nous avons la nécessité de réduire les risques. Pour réduire les risques, il faut être hyper pragmatique et s'attaquer à ce qu'il y a de plus important tout de suite. Parallèlement à ça, le discours de Christophe, qui est un discours quasiment de développement personnel, est fondamental pour nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça interroge les sportifs sur le sens de leur pratique, et s'ils sont armés pour répondre à ces questions qui sont très personnelles et très intimes même, ils sont armés pour se défendre contre un encadrement qui parfois peut être toxique. En tout cas, ils ont tous les arguments et toutes les réponses pour faire face à ces tentations. Juste, je rebondirais également qu'un point essentiel, je veux dire, pour la pérennité, je dirais, du trail, c'est surtout ne pas développer la suspicion.
Je crois que les contrôles antidopage sont là pour ça. Déjà montrer qu'il y a une lutte, il y a des contrôles, etc. Mais je crois qu'on va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre le contraire de ce que c'est que la réalité. Je suis intervenu déjà auprès de sportifs de haut niveau. Je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer dans un système où j'ai tendance à le voir, c'est des athlètes de très haut niveau qui sont capables de gagner de très grandes courses, qui vont t'expliquer que finalement ils gagnent des très grandes courses alors que voilà, ils avaient une entorse à une cheville et puis ils ont fait 120 km avec. C'est qu'ils mangent des pizzas ou des hamburgers tous les soirs, etc. etc. Indéniablement, quand on attaque le haut niveau, on va rentrer dans une médicalisation. On est d'accord, il y a la médicalisation autorisée et la médicalisation interdite, qui est le dopage. Et là, il y a une frontière. Indéniablement que plus on va aller dans le haut niveau, plus on va aller sur cette frontière. J'ai droit de faire quoi, j'ai pas le droit de faire quoi. Et parfois, il y a la frontière un peu floue, ça c'est interdit, mais c'est pas détecté. D'accord ? La question, c'est qu'il faut vraiment être transparent là-dessus. Il faut arrêter de vendre des athlètes qui sont au plus haut niveau, qui font des performances incroyables en ayant une hygiène de vie bidon. Pourquoi ? Parce que le jour où on va apprendre que finalement ces athlètes, ils sont assistés médicalement, attention, autorisés, je dis bien, ça veut dire que les gens ils vont avoir l'impression que tout se casse et qu'on leur a vendu du vent pendant des années. Et comment vous voulez garder de la crédibilité ? Comment vous voulez avoir de la crédibilité si déjà on n'est pas honnête avec toute la réalité ? Vous comprenez ? Ça veut dire qu'un des points dans lesquels on se retrouve, et après on peut même en arriver à un milieu où finalement il peut y avoir des groupes, à l'intérieur il y a un secret, tout le monde se tient par le secret, et puis un omerta, et ceux où on en est arrivé dans le cyclisme au bout de plusieurs années, où plus personne ne voulait parler parce que tout le monde était prisonnier de son secret. D'accord ? Donc je crois que c'est vraiment là-dessus, il faut vraiment être ouvert, montrer que aujourd'hui le haut niveau, si on le fait, voilà, en fonction des métiers que l'on a, de la vie que l'on a, on a besoin peut-être d'être accompagné diététiquement et à côté peut-être médicalement. Ça, c'est à chacun à le choisir. Mais du coup, ne pas entrer dans du mensonge et faire croire le contraire et prioriser le paraître sur le être. Parce que je crois que c'est vraiment là-dessus, il faut être honnête avec les gens et entier. On vient de me poser une question sur les statistiques, le nombre de contrôles, l'augmentation des contrôles et en plus dans le niveau du trail. Alors au niveau des chiffres, je vais vous les donner. Je vous rappelle juste comment on fonctionne concernant notre plan de contrôle qui est organisé chaque année et qui est donc fixé en termes de volume, mais également qualitativement. Donc le trail fait partie des 10-12 disciplines qui sont dans le haut de notre spectre, c'est-à-dire que, non pas parce que la suspicion y est plus présente qu'ailleurs, c'est tout simplement parce qu'elle présente, cette discipline, toutes les caractéristiques de ce qui nous intéresse. L'endurance, bien évidemment, des changements de contexte, l'arrivée de revenus, la professionnalisation, etc., toute une attractivité, saine ou moins saine, peu importe, c'est comme ça, qui fait que nous devons être attentifs, mais encore une fois, non pas parce que la suspicion est omniprésente, c'est parce que c'est notre devoir et notre travail d'accompagner tous les sportifs. Au niveau des contrôles, donc 160 contrôles ont été réalisés en 2024 sur le trail, 60 ou 62 l'année précédente. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un effort considérable de notre part, un effort considérable qui a autant des vertus dissuasives que des vertus dépressives. On doit être présent. Les contrôles font partie des leviers qui sont à notre disposition et que le Code du sport nous confère. L'éducation est un autre levier qu'on utilise largement également. Juste un point, parce que là on parle d'outils et de l'évolution, mais je crois que le principal outil, et je pense que Damien ne me contredira pas, c'est l'info, clairement, parce que c'est trop souvent qu'il arrive que finalement il y en a un qui est contrôlé positif et au moment où tu vas sur une course, les gens te disent il était temps depuis qu'on savait. Le problème, c'est que si on ne sait pas, on ne peut pas. La FLD, elle ne peut pas cibler. Elle peut pas. Un des objectifs, tu me dis, Damien, mais un des objectifs de la FLD, quand même, c'est ils ont des contrôles, ils ont un quota maximum, c'est l'utiliser au mieux possible. Et vous comprenez bien que l'info aussi, elle doit arriver. Et moi, je n'hésite pas à mettre le message. Et il faut arrêter de parler je ne sais pas moi,
une délation ou quoi que ce soit. Non, je crois que c'est juste, on participe à la lutte. On participe à la lutte. Je crois que quand on sait quelque chose, eh bien, il faut le donner aux bonnes personnes pour que ce soit utilisé à bon escient. Et que finalement, parce que participer à la lutte comme ça et finalement dénompter quelqu'un qui triche, eh ben, c'est aider ceux qui ne trichent pas. Parce que vous savez, on arrive à un point où il y en a un qui triche, il va y en avoir un deuxième, un troisième, et au final, c'est comme moi je l'ai connu dans le vélo, la déviance devient la norme et la norme devient la déviance. Sur les 28 coureurs de l'équipe Festina, j'étais le seul à pas me doper, c'était moi le déviant, hein, c'était pas eux. Et finalement, si je me dopais parce que les autres étaient dopés, est-ce que je trichais? Peut-être pas au final, d'accord? C'est se battre à armes égales, ne pas tricher. Donc il faut en arriver là, on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer, parce que souvent, vous savez, je fais des conférences, on parle et tout, et au bout d'un moment, il y a des gens, ils interviennent dans la salle, ils disent « Ouais, mais bon, ça c'est parce qu'aux fédérations, dans les agences, ils cachent les dossiers, c'est pour ça que ça n'avance pas, c'est pour ça que lui, il n'est pas sanctionné. » Et moi, à la personne, je lui dis « Mais vous faites quoi ?» Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on commence à se poser la question si la FLD agit bien, ou si nous, au niveau de l'État, on agit bien, etc., c'est bien de se poser la question, mais qu'est-ce que moi je fais à mon niveau, en fait? Qu'est-ce que je fais à mon niveau pour participer à cette lutte? Et je crois que c'est là que c'est important. On a tous ce rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer en montrant comment on prend plaisir sur un trail, comment on prend plaisir à courir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, c'est avant tout prendre plaisir à courir, c'est pas prendre plaisir à faire une course. D'accord? Donc le plaisir, il est là. Et ensuite, on a des infos, on participe. Vous savez, moi je travaille en tant qu'agent de l'État dans la lutte contre les trafics de produits dopants. Et là, honnêtement, ça ne concerne pas le trail. Ça concerne plutôt les salles de sport où il y a des gens qui vont dans les salles juste pour prendre du volume et un jour se dire dans un miroir, je suis beau. Et se trouver beau dans un miroir. Donc oui, c'est pathologique. Mais justement, si on n'a pas l'information de savoir qu'il se passe telle ou telle chose dans les salles, on ne peut pas y aller, on ne peut pas les connaître, on ne peut pas agir. Et je crois que la lutte contre le dopage, c'est la même chose. Merci Christophe, je te remercie sincèrement parce que j'allais aussi évoquer cet axe qui est prépondérant pour nous. Donc vous savez qu'en matière d'antidopage, il y a 11 infractions. Il y en a une seule qui est consécutive à un résultat analytique anormal. Les 10 autres nécessitent la détention, la cession, la facilitation, le trafic, l'intimidation sur les lanceurs d'alerte, etc., ne peuvent être avérées que par des enquêtes et des investigations. Nous avons un département qui est dédié à l'agence et on a fait un bond considérable, mais comme toutes nos homologues européennes et mondiales, ce département travaille sur des informations collectées en collaboration avec les services de l'État, police, douane, etc., mais aussi les ARS, mais aussi les CPAM, etc. Et surtout, nous mettons à disposition de tout le monde une plateforme qui s'appelle Fairplay et qui est en capacité de récolter des informations et des renseignements. On ne parle pas de délation, on s'en fout de la délation, c'est pas du tout le problème. Le problème, et moi j'allais vous apostropher, mais je pensais qu'il y aurait peut-être plus de sportifs et d'encadrants. Il faut pas se lamenter sur les choses qui sont en train de se passer ou qui potentiellement pourraient se passer dans le trail si personne n'est en capacité de se mobiliser et d'aider les autorités publiques qui sont en charge de la régulation du problème du dopage. Donc, tous autant qu'on est, nous-mêmes, vous, mais j'allais dire également les médias, il faut se saisir de cette problématique et travailler ensemble pour être efficace. Le trail est une communauté incroyable, donc il faut avoir l'esprit communautaire et il faut défendre ce qui vous définit et ce qui crée votre identité singulière. Et juste, je rebondis et juste dire, je vous donne la parole, je crois que c'est une chance énorme qu'on a actuellement. Moi, je ne vous cache pas, c'était une frustration pendant des années. Avant, je voyais, il y avait des injustices, je ne pouvais rien faire si ce n'est parler, le faire. Et les seules personnes à qui je pouvais dire merci, et j'en profite pour vous le dire, c'est des gens comme Odile, c'est des gens comme Damien, qui n'étaient pas du tout dans ce métier-là, mais qui étaient dans le journalisme, mais plutôt dans l'investigation. C'est-à-dire des gens qui faisaient leur action, mais à leur niveau, avec les moyens, et parfois sans prendre plein de coups. Je ne sais pas combien tu as eu peut-être d'attaques ou de procès aux fesses de Damien pour avoir dénoncé, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un système, on a un dispositif qui est mis en place pour ça. Donc je crois qu'il faut en profiter. On a des structures qui bossent sur l'investigation, mais une fois de plus, si on n'a pas l'information initiale, on ne peut pas le faire. Pardon, excusez-moi.
Juste, vous parliez tout à l'heure du trail et que vous avez augmenté le nombre de contrôles. Avec l'expérience et le recul, est-ce qu'aujourd'hui le trail, avec les dérives potentielles dont vous parliez, est-ce qu'aujourd'hui l'état du sport par rapport au cyclisme et à d'autres sports, on peut dire que le trail est un sport qui est plutôt sain? Et aujourd'hui, on est plus dans la prévention, et c'est pour ça que vous êtes là, pour éviter qu'avec on va dire le développement du sport, on arrive à quelque chose, à ces déviances que vous avez connues dans d'autres sports. Je suis pas en capacité d'avoir une analyse aussi prédictive que celle que vous me demandez. C'est-à-dire que je me refuse à dire c'est la catastrophe, lui il est pourri, eux ils sont pourris. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est-à-dire on n'est pas en capacité de le faire, on surveille la pratique, on regarde l'écosystème de la pratique, on voit qu'il y a des clignotants, mais comme dans tout un tas d'autres pratiques. Et puis, comme je vous disais, il y a des paramètres physiologiques, c'est-à-dire au niveau de l'endurance, au niveau de la performance physiologique en elle-même. On sait qu'au niveau de la pharmacopée, tout existe pour être efficace dans ce domaine-là. Pour autant, moi, je suis incapable de vous dire, et je ne veux pas le faire à vue de nez, ça, c'est des tricheurs, ça, c'est pas des tricheurs. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est d'augmenter notre attention et de mettre en place tous les outils qui sont à notre disposition pour faire des contrôles de plus en plus intelligents et avoir un petit peu une idée de la prévalence du dopage qu'il peut y avoir dans le trail. La prévalence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus délicat à déterminer, puisqu'évidemment, on parle de pratiques souterraines. Mais pour avoir une idée un peu plus précise quand même, on a des enquêteurs qui travaillent, c'est-à-dire dans l'encadrement, on est en capacité de remonter sur la carrière des gens qui sont présents, sur ce qu'ils ont pu faire avant, sur ce qu'ils n'ont pas fait, peu importe, mais on est en capacité d'avoir une traçabilité sur l'environnement et sur les gens qui y gravitent. Et ensuite, on fait des contrôles, on fait des enquêtes, on rencontre les sportifs pour leur parler. Juste un point par rapport, je rebondis, et là pour répondre également et compléter la réponse, honnêtement, je pense que sur les résultats, je crois qu'aujourd'hui ils ne sont pas flagrants, et donc c'est pour ça que Damien ne se positionne pas. Par contre, aujourd'hui, on est clair, sur faire de ma part, je crois, on parle de 60% qui prennent des AINS, d'accord, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour moi, on est en grande partie dedans. C'est une manière de penser. Est-ce que finalement, vous concourez avec une personne qui prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Est-ce que vous êtes d'accord, puisque vous n'en prenez pas? Vous savez, il ne faut pas oublier que là encore, on est sur de l'autorisé. C'est compliqué de faire le parallèle, mais alors que là, c'est autorisé, le reste est interdit. Mais c'est toute la différence, mais la manière de penser est la même. C'est-à-dire que cette personne qui est capable de se prendre des AINS, le jour où on lui propose un contrat dans une team, ou s'il sait qu'à cette compète, il va obtenir un contrat à la fin de la compète, s'il fait une bonne perf, il est plus facilement apte à passer dans l'interdit que celui qui n'a jamais utilisé d'AINS, parce qu'il est dans cette fameuse conduite dopante qu'on appelle. Et je rappellerai à côté également que le dopage, c'est avant tout une tricherie. Moi, honnêtement, en tant que trailer, ça ne me choque pas plus. Ça va vous choquer peut-être, mais quelqu'un qui se dope ou quelqu'un qui coupe le parcours ou quelqu'un qui ne prend pas le matériel obligatoire. C'est la même chose, c'est dans la règle. L'antidopage, ça fait partie du règlement, ça fait de la règle. Le fait de ne pas le faire, c'est une interdiction. Le fait de ne pas prendre le matériel obligatoire, c'est une interdiction. Le fait de couper sur le circuit, c'est une interdiction. Et tout ça, c'est une manière de penser. Moi, je vous le dis aujourd'hui, moi personnellement, quelqu'un qui est capable de ne pas prendre tout le matos ou quelqu'un qui est capable de couper sur un parcours, il est capable de se doper. C'est choquant ce que je vous dis, parce que qu'est-ce qui va finalement mettre la limite de ne pas se doper? C'est quoi qui va? Éventuellement le côté santé, il n'y a pas grand monde qui y croit. Et puis même au plaisir, aujourd'hui, vous savez, on est beaucoup plus sur le plaisir à court terme que le plaisir à long terme. Donc finalement, la santé, on n'y croit pas. Donc au final, je veux dire, et puis même parfois, on va vous faire comprendre que ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face, le haut niveau, il est médicalisé. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sport de haut niveau arrive à un certain niveau, eh bien, il peut être dangereux pour la santé, parce que le corps n'a pas le temps de récupérer. Et on va t'expliquer médicalement que pour être sportif de haut niveau et mieux récupérer, il faut être médicalisé. Pour autant, on te dit que de rentrer dans la médicalisation, ça t'amène au dopage. Donc vous voyez un peu dans quel cercle on se met.
Et c'est là que ça devient compliqué. On ne décide pas du jour au lendemain à se doper. On se légitime le dopage. Vous savez, je fais souvent un exemple. C'est comme moi, par exemple, on finit à midi parce qu'à midi et demi, je dois récupérer mon fils. Et on finit à midi 5. Le problème, c'est que j'ai oublié de l'avertir que la rue était dangereuse, qu'il fallait qu'il reste contre le mur et qu'il ne s'approche pas de la route. Et là, je vais partir, je vais stresser pendant une demi-heure parce que j'ai peur de le récupérer, qu'il se fasse écraser dans les 5 minutes de retard. Et s'il se fait écraser, je vais m'en vouloir toute ma vie. Mais j'ai une autre possibilité, en fait. C'est que je vais rouler à 120, je vais ralentir devant le radar à 90 et je vais repartir à 120. Je vais me légitimer le fait de dépasser la vitesse parce que moi, le plus important, c'est récupérer mon fils à l'heure. Et j'aurais sûrement oublié que j'aurais pu tuer 3 personnes sur la route, en fait. D'accord. Et le dopage, on ne décide pas du jour au lendemain, je passe à l'acte. On y arrive petit à petit, parce qu'on va légitimer le fait d'y passer. Ben oui, moi je ne suis pas aidé, etc., etc. Moi, j'ai pas eu telle vie, moi je n'ai pas eu sa vie. Moi, quand on m'écoute, souvent les gens, ils ont l'impression que j'ai eu une super vie et que j'étais... Oui, je suis pas malheureux, je le dis. Mais on n'a pas à juger ça. Mais sachez que le dopage, on y rentre petit à petit. Et donc, oui, vous dire, est-ce qu'il y a plus de dopage dans le trail qu'ailleurs ? Moi, je vois juste la philosophie, l'état d'esprit, les motivations qu'il y a. Au début, on était sur une motivation intrinsèque où les gens se satisfaisaient eux-mêmes. Ils prenaient du plaisir à se dépasser. Aujourd'hui, on est dans une motivation où j'existe aux yeux des gens, à travers notamment les réseaux sociaux. Et ça, parfois, ça m'inquiète beaucoup. Parce que finalement, on va dans une démarche. Vous voyez, vous dites que vous êtes inscrit à une course et des gens vous like. On vous like parce que vous êtes inscrit à une course. Vous vous rendez compte ? Parce que vous faites partie des gens qui participent à des ultras. Et derrière, tu vas partager tes entraînements et les gens ils vont te liker. Et tu arrives à une course, tu as l'impression que tu as des milliers de personnes qui t'encouragent. Et tu ne cours plus pour toi, tu cours pour les autres. Et tu vas même être prêt à prendre des produits pour ne pas décevoir les gens qui te suivent. Alors il n'y en a peut-être que 3 qui te suivent en réalité. Et, vous voyez, là, on ne parle pas de lutte. Et la lutte est importante parce qu'il faut mettre du cadre, il faut lutter contre les gens qui se trichent. Mais attention au rôle qu'on a joué en termes de motivation. Je crois que c'est essentiel. C'est une alerte, et je le dis sincèrement. Moi, je veux bien que vous likiez ce que la FLD fait, et je veux bien que vous likiez le partenariat qu'on a passé avec les Templiers. Ce que je voulais vous dire également, c'est que sur le stand qui est le nôtre au sein du salon, on a tout un tas de gens qui s'arrêtent, et je vous invite à venir nous voir cet après-midi, et qui nous posent des questions. Ils ne nous parlent pas d'EPO, d'hormones de croissance, ils nous disent « mais est-ce que je peux prendre du paracétamol, est-ce que je peux prendre de l'ibuprofène, etc. » et je trouve ça génial. Déjà, première réponse, nous avons sur notre site un moteur de recherche qui, si vous tapez le nom du médicament, vous dira si vous pouvez le prendre ou pas et dans quelles conditions vous pouvez le prendre. Et la seconde chose que je constate, c'est que du coup, le public qui est présent ici entend et a entendu ce qu'a pu faire Odile l'année dernière et se questionne justement sur le sens de sa pratique et la médication, l'automédication qui est juste un fléau absolu hors problématique du dopage. Oui, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, là, Christophe, parce que c'est exactement ça. C'est comment j'existe dans le regard des autres à travers la performance et le fait que je suis capable d'être finisher sur un ultra. Je pense que les conduites dopantes augmentent et suivent l'engouement pour l'ultra. On n'a pas de chiffres, je ne vais pas faire de suspicion, de prédiction, je suis tout à fait d'accord, mais ce qui est clair, c'est que ce culte de la performance infinie, il génère des conduites dopantes. Alors, sur les produits illicites, vous faites votre job, Damien, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est sur les produits licites, sur les AINS qui sont autorisés. Comment aujourd'hui on sensibilise à tous les échelons de la société, dans l'éducation, dans le sport, à l'école? Comment les organisateurs, et bravo Odile et Gilles d'avoir organisé ce débat, c'est la première fois en 40 ans que je m'intéresse au sport, que sur un événement, un débat sur le dopage, donc vraiment bravo. Mais quelle est la responsabilité aujourd'hui des organisateurs d'ultra-trail dans la lutte contre les conduites dopantes? Il y a une vraie responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour essayer d'apporter notre pierre à cet édifice, de lutter contre ces déviances, parce que c'est la santé publique qui est en jeu. C'est le bien-être mental et social de ces personnes. Jusqu'où va-t-on aller dans cette surenchère permanente qui amène les coureurs à prendre tout et n'importe quoi pour avoir un contrat, pour briller le lundi matin en revenant au bureau, pour exister socialement? On est dans une société de désarroi identitaire et le symbole devient extrêmement important et l'ultra-trail aujourd'hui est dans cette dimension-là. Il ne faut pas se leurrer.
En tant qu'organisatrice, donc avec Gilles, donc effectivement, ce sujet a toujours fait partie de nos préoccupations. Dans le passé, en fait, on a travaillé pendant plusieurs années avec le programme Quartz, qui était un programme destiné donc aux élites. On avait reconduit l'opération l'année dernière, donc avec les problématiques qui sont maintenant connues de tous. Donc c'est vrai que le débat a été lancé de façon forte dans la mesure où sur les 10 contrôles effectués, il y en avait 5 qui étaient positifs, qui démontraient la prise d'AINS. Donc toujours, il faut le rappeler, les dosages montraient que la prise n'avait pas eu lieu pendant la compétition. Elle avait eu lieu dans la journée de la veille, on va dire. Et donc c'est compte tenu de ce contexte et aussi compte tenu du nombre de personnes que nous avions pris la décision de ne pas procéder à des sanctions qui auraient dû être donc de 1 heure de pénalité. Et cette heure de pénalité modifiait de façon radicale les podiums. Donc à ce moment-là, il m'est apparu que le cadre juridique qui avait été fixé par le programme Quartz n'était pas suffisant pour nous permettre de procéder aux sanctions, qui impactaient aussi la distribution des primes financières. Et donc on savait qu'on s'exposait à des problématiques de revendication après. Donc après, voilà, c'est pour ça qu'on est allé sur l'idée du dopage de la FLD. La responsabilité des organisateurs, oui, elle est importante. En même temps, comme l'a dit récemment un journaliste, en quoi êtes-vous concerné par ça ? On est concerné en fait par toute notre société, on en fait partie. On monte des événements qui ont aussi une dimension sociale, environnementale. Donc en fait, notre responsabilité, bien sûr, il y a 30 ans, j'aurais ri quand on m'aurait dit ça, mais effectivement, on doit s'engager dans tous ces domaines-là parce que nous sommes des citoyens comme les autres et parce que aussi nous avons une certaine image et que aussi là, on montre qu'on peut porter ce discours de façon plus forte. Et je pense que plus on sera nombreux à le faire, plus ça permettra de lever des verrous. Le silence, il n'est jamais bon dans aucun domaine. Et donc, voilà, on est engagé là-dedans. Je crois que monsieur avait une question. Fred Bousseau. Non, je voulais juste revenir sur un point, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect sociétal, l'aspect philosophique, effectivement, qui est abordé, et que Christophe, on en parle souvent ensemble au téléphone, qui est une chose qu'il faut peut-être enseigner dès l'école, en fait, aller dès le jeune âge, dire aux enfants certaines valeurs du sport. Donc ça, c'est une chose. Moi, c'est surtout envers l'AFLD que je veux avoir des réponses aujourd'hui. Il y a 160 contrôles en 2024 ou 25, j'en sais rien, 60 avant. Aujourd'hui, on est dans la même configuration que le vélo. Le dernier cas positif détecté en France, il date de 2015. C'est Gonzalo Calisto à l'UTMB sur... je parle en trail, sur une prise de PO. Aujourd'hui, on détecte des coureurs positifs uniquement en Suisse. Marc Congogo 2022, Joylin Chipengeno 2025. Pourquoi ces coureurs qui évoluent en France, ou en tout cas à proximité de la France, ne sont jamais détectés en France, malgré tous ces contrôles? Joylin, elle a fait l'objet d'un contrôle à l'issue de sa victoire à l'OCC. A priori, elle était toujours dans la fenêtre de détection des produits qu'elle avait pris en juillet. Est-ce qu'on a un résultat de ce contrôle aujourd'hui ? Je peux pas vous répondre sur ce dernier contrôle. Je peux vous répondre sur le contrôle de Calisto, puisque j'étais directeur des contrôles, justement, au moment des faits. Ça fait partie de la complexité de l'équation du dopage, c'est-à-dire qu'il faut contrôler lors des périodes propices, il faut avoir des informations sur les protocoles qui sont utilisés, on en a, on travaille là-dessus, mais tous les gens qui sont sur le terrain, et c'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure avec Christophe d'être actifs et de nous aider dans la compréhension de ce qui se passe, il nous faut des infos sur les protocoles, où les sportifs se trouvent quand ils les prennent et quels sont les produits qu'ils utilisent. Voilà. On a beaucoup de certitudes, on a beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus, mais on est bien obligé de constater qu'il nous faut du renseignement et encore du renseignement. Et les gens qui ont du renseignement, ils sont parmi vous, c'est peut-être des choses que vous jugez pas forcément importantes. C'est des spécialistes des performances, ici il y en a, qui peuvent nous dire faire tel temps à tel moment de l'année et avoir une défaillance 15 jours après ou 15 jours avant dans d'autres circonstances. C'est très alarmant, il faut faire attention à ça. Quand je vous parlais de la plateforme de signalement d'agence, c'est une plateforme qui est destinée à recueillir
tout un tas de renseignements et non pas la délation forcément nominative de quelqu'un. C'est quelque chose que vous observez et qui peut nous aider. Ensuite, nous avons des pros et des experts qui vont remettre les informations ensemble et leur donner du sens. Ensuite, sur le taux de positivité, il est à peu près partout le même. Mais encore une fois, il y a tellement d'autres infractions. Et quand je vous parle de détention, quand je vous parle de complicité, quand je vous parle de facilitation, quand je vous parle de trafic, quand je vous parle d'intimidation sur les lanceurs d'alerte, c'est vraiment des choses qui demandent des infos. Et on a besoin des gens sur le terrain pour nous en donner. Puis peut-être non. Et puis la question, c'est que, ben oui, c'est quand même ingrat. Et ça, je l'ai appris au fil des années, dans le sens où, quand tu participes à la lutte, mais il ne faut pas que vous y attendiez un résultat. C'est-à-dire, comment dire, moi j'ai appris dans mon métier, aussi bien en tant qu'agent de l'État qu'autre chose. C'est-à-dire que moi je participe à l'action, je donne l'info, je fais passer l'info, mais après, chacun fait son job. Et c'est-à-dire que moi, si je donne l'info à la justice, je donne l'info aux douanes, je donne l'info à la police, à la gendarmerie, au procureur, moi je considère qu'eux ils vont faire le job et que ils ont pas, s'ils ne jugent pas utile de me tenir au courant de la suite, ils ne me tiendront pas utile. Et parfois, et ce qui est encore plus grave, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi je suis sur des dossiers où j'ai donné une info et on est au bout de 3 ans et il n'y a toujours rien de sorti. Mais la justice est très 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 longue et la FLD c'est pareil, il y a des commissions, etc., etc. Donc ça prend parfois énormément de temps. Mais je crois qu'il ne faut pas faire pour avoir un résultat. Il faut dire juste faire pour juste satisfait et être fier de qui on est. C'est tout. Et là-dessus, on joue notre rôle. Après, de là, vouloir à tout prix avoir un retour, non. Je crois que c'est ce qui parfois peut frustrer. Mais bon, on s'habitue à la frustration. Oui, j'avais une petite question. Je crois que, alors je ne sais pas si c'est à jour, mais il y a une dizaine de trailers aujourd'hui de très haut niveau qui sont dans le groupe contrôle de la FLD, me semble-t-il. De groupes. Et je voulais savoir si ce chiffre, alors vous pourrez préciser les groupes cibles, et je voulais savoir si ce chiffre, ce nombre allait tendre à augmenter et quels étaient les... si ça allait évoluer dans les années à venir. Oui. Alors, votre question, c'est de savoir, déjà, groupe cible et groupe de contrôle, c'est pas la même chose. Groupe cible, c'est des gens, les sportifs, qui sont soumis à des règles de localisation et qui doivent obligatoirement s'y soumettre. Les règles de localisation, vous les connaissez, c'est 24-24. Il faut savoir où l'on peut vous trouver et définition d'1 heure par jour durant laquelle on peut envoyer des préleveurs et vous trouver exactement à l'adresse qui a été définie. Premier manquement, un avertissement. Deuxième, un avertissement. Troisième, une suspension. D'accord, ça, c'est ce qui définit les règles de la localisation. Juste un petit bémol sur ce qui peut parfois être pressenti ou lu par le public. Les gens qui font partie du groupe cible ne sont pas forcément des gens suspects. Ce sont des gens qui ont une pratique de haut niveau, d'excellence et qui méritent donc d'être suivis. On peut y mettre également des gens qui sont suspects, mais dans le groupe cible, c'est plus un honneur qu'une honte, en tout cas qu'une stigmatisation, et il ne faut surtout pas pervertir cette définition. Le groupe de contrôle, c'est autre chose. Donc, excusez-moi, 200 à 300 sportifs dans le groupe cible. Le groupe de contrôle, c'est autre chose. Ce sont des gens qui ne sont pas encore à ce niveau de performance et qui doivent donner des informations sur leur localisation, sur leur calendrier, etc., mais qui n'ont pas la nécessité absolue, en tout cas légale, réglementaire, de le faire. Ils ne seront pas suspendus s'ils ne le font pas. Si nous constatons qu'ils ne le font pas de manière répétitive et qu'en parallèle, nous accumulons des informations qui nous font penser que ces manquements ou ces failles dans la localisation sont
sont peut-être volontaires. On a à tout moment les moyens de les faire passer dans le groupe cible. Et je me rappelle, excusez-moi, la fin de votre question, c'était... Évolution du nombre de... L'évolution du nombre de sportifs dans le groupe cible, elle est à l'appréciation du directeur des contrôles et du directeur de l'axe répressif de l'agence qui chapeaute les contrôles et les enquêtes. Juste sur faire de ma part, c'est qu'il faut savoir que quand vous mettez un sportif sur le groupe cible, vous avez des obligations de résultats. Au moins une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit être contrôlé au moins 3 fois par an, etc. Et c'est l'Agence mondiale antidopage qui l'impose à la FLD. Ça veut dire que la FLD, fonctionnant avec un quota maximum, ne peut pas se permettre de mettre plein de sportifs sur le groupe cible parce qu'ils seront obligés de mettre au moins 3 contrôles sur chacun. Et vous comprenez, avec tout le nombre de sports qu'il y a derrière, eh bien, il ne peut pas se permettre d'en mettre 15 parce qu'idéalement, on pourrait se dire eh bien, tous les 15 élites, tous les 20, on les met. Mais dans ce cas-là, il y a quand même certains engagements qui les bloquent. Voilà. Bonjour. C'est pas vraiment du dopage, mais quel est le regard que la FLD porte sur les chambres hypoxiques, qui sont quand même assez différentes d'aller carrément s'entraîner en altitude? La problématique des chambres hypoxiques a été au calendrier. Alors vous savez qu'il y a très longtemps, avant Marie-Georges Buffet et pendant Marie-Georges Buffet, elles étaient interdites. En France, tout au moins. Et ensuite, il y a eu un vrai débat au niveau de l'Agence mondiale antidopage sur la nécessité de les interdire ou de les autoriser. Au nom d'une inégalité de relief dans le monde, même si les sportifs sont extrêmement mobiles, il a été décidé de ne pas les interdire. Et donc, pour l'instant, elles sont donc autorisées. Je vous rappelle quand même que la liste des produits interdits et des méthodes interdites est un document qui est vivant, qui est dynamique, et comme le Code mondial, et qui évolue chaque année, qui est revu chaque année. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut y avoir de nouveaux débats sur l'utilisation de ce matériel. Oui, ça c'est un exemple important. Est-ce qu'on l'assume, est-ce qu'on ne l'assume pas? Baptiste vient de gagner le grand raid de la Diagonale des Fous. Au moment où il avait décidé pour atteindre son excellence, parce que c'est les moyens qu'il voulait se mettre, le premier argent qu'il a gagné sur des courses, il a dit je vais l'investir dans des moyens pour atteindre mon excellence, et il s'est posé la question, il a mis ça, il a posté, et puis il s'est fait attaquer de partout en disant ben voilà, non, c'est une conduite dopante, etc. Et si j'ai bien aimé, on a discuté, je sais pas, 1 heure, 2 heures avec lui pour que je lui fasse comprendre, ben non, si tu l'assumes et si tu sens que c'est bien avec ta conscience, vas-y. Mais au moins, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le cacher. Parce que tu vis avec un secret et derrière, tu as toujours peur que ça ressorte. Donc vraiment, là-dessus, non, c'est autorisé. Est-ce qu'on est prêt à faire le pas, à franchir le pas ou pas, dans le sens où c'est comme le reste. Moi, vous savez, au moment où il y avait tout le PO dans le cyclisme, où j'étais impuissant face à tout ça, j'avais fait le choix d'aller tester l'hypoxie, qui était à cette époque-là autorisé, parce que c'est le seul moyen que je trouvais pour pallier la non-utilisation de l'EPO. Mais après, voilà, il faut être en bonne conscience, avec du recul. Moi, je me disais, mettre un bidon lesté sur un vélo ou faire de l'hypoxie, pour moi, l'essentiel, c'est pas imposer quelque chose au corps. On prend quelque chose, on l'impose, il doit faire avec. Là, on va imaginer qu'on met le corps dans un environnement qui fait qu'il s'adapte. Après, une fois de plus, il faut être bien avec soi et il faut être capable de l'assumer. Et c'est juste du bien-être, en fait. Vu qu'il n'y a plus de questions, je vais me permettre une petite question à Christophe, parce que justement, ce bien-être dont tu parles, comment tu as fait et comment tu as pu faire pour reparler à Lance Armstrong, puisque vous vous êtes rencontrés pour vous expliquer, après ces années de divergence, et puis tout ce que tu avais contre ce coureur-là et tout ce qu'il a pu aussi cacher dans le monde du vélo, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a triché et qui a toujours revendiqué ne jamais avoir eu de contrôle positif. Donc c'est ça aussi. Je suis content que tu poses cette question, mais pas pour te donner la réponse, mais je vais quand même la donner. Mais pour rebondir sur autre chose, ça veut dire que au début, quand il a 12 ans après, grâce
grâce à Damien, en grande partie, il se fait sanctionner. Et là, il décide de me rencontrer, soi-disant, pour s'excuser auprès de moi. Au début, je refuse complètement. Parce que j'en voulais, mais j'avais en même temps, je me disais, ouais, s'il a fait ça envers moi, c'est pas pour me faire du mal, c'est pour se faire du bien. D'accord. Et souvent, les gens dans le monde, en fait, dans la société, ils font pas les choses pour vous faire du mal, ils font souvent pour se prioriser, quitte à faire du mal aux autres. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas agir de manière éthique. Agir de manière éthique, quand on fait quelque chose, est-ce que je serais d'accord d'inverser les rôles? Et là, me trottinait dans la tête toujours la situation de Marco Pantani. Marco Pantani, où finalement, ça a été un grand coureur avec de grands résultats, qui a été contrôlé positif, il a été jeté par le milieu, s'est retrouvé seul dans une chambre, il est tombé dans la toxico, probablement parce qu'il a connu le dopage, et il s'est tué. On l'a tué, on ne sait pas trop. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai dit, mais imagine, tu refuses, parce que Lance Armstrong, à ce moment-là, était vraiment au fond du trou quand même. Hein. Imagine, tu refuses, tu vas prendre dans 2 jours qu'il s'est tué dans une chambre. Tu auras refusé de l'avoir tendu la même. Et en fait, la raison première, c'est celle-là. Et pourquoi je suis content que tu me poses la question, c'est que notre avertissement que j'avais pris en tant qu'agent de l'État, c'est qu'une fois, ici, le matin, en Suisse, ils avaient mis un titre en première page, Christophe Basson, la lutte contre le dopage tue davantage que le dopage. Et pourquoi ils avaient mis ça, c'est que j'avais expliqué que, et c'est parce que je voulais dire bien évidemment, mais que ce qui est important, moi aujourd'hui, si je relate tous les décès qu'il peut y avoir d'anciens coureurs qui se sont dopés, ils ne se sont pas tués, ils ne sont pas morts à cause du dopage, ils sont morts surtout parce qu'ils ont été contrôlés positifs, ils ont été jetés par le milieu, ils sont rentrés dans des situations très compliquées, et voilà. C'est probablement dû au dopage avant, on est d'accord. Mais je pense que si on parle de lutte contre le dopage aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est réfléchir à l'après. Aujourd'hui, je vois trop d'équipes, on prend un positif, qu'est-ce que je fais? Je le jette, on ne s'en va pas. Non, moi je suis surtout contre le dopage. Et pour autant, pendant des années, on ferme les yeux, ou on ne fait pas le nécessaire pour prévenir le dopage. Mais ce qui est important, c'est que ces gens derrière, il faut réussir peut-être à les accompagner. Il faut qu'ils soient sanctionnés, mais il faut les accompagner et ils peuvent peut-être aider à la lutte contre le dopage derrière. Et je pense que ce point est très important. Donc moi, clairement, si je l'ai rencontré, c'est que je ne voulais rien regretter. Surtout pas avoir ça sur la conscience toute ma vie. Et en même temps, lui dire, au moment où il s'est excusé, j'ai dit, écoute, tu n'as pas à t'excuser, parce que tu ne l'as pas fait pour me faire du mal, et montrer que finalement, vous savez, ceux qui se dopent, pour moi, ce sont les malheureux. Vous savez, ne jamais oublier que le dopage est une solution à un problème. Les gens, ils vont chercher de la reconnaissance, ils vont chercher de l'argent, mais ils ne sont pas capables de l'atteindre tout seuls, donc c'est je dirais un constat de faiblesse, et ils vont aller chercher autre chose pour y arriver. Donc c'est pas très valorisant quand même, d'accord. Et donc j'ai essayé de lui démontrer que finalement le plus heureux c'était moi. Je me rappelle très bien de ce moment parce qu'on était ensemble à Paris quand Christophe est monté et qu'Armstrong avait commencé sa tournée de contrition qui passait par tous les gens qu'il avait agressés pendant sa carrière. Et je pense que c'est tout ce qui définit l'humanité de Christophe et sa hauteur par rapport à cette problématique. Et je rajoute juste quelque chose, c'est que maintenant, et c'est l'AMA qui l'a décidé, et ça correspond aussi à ce qu'on attendait, nous avons un devoir d'accompagnement des sportifs suspendus, et nous travaillons en ce moment justement sur l'élaboration de ce programme. C'est très compliqué parce que beaucoup restent encore dans le déni et ne veulent pas travailler avec nous parce que nous représentons l'autorité qui les a suspendus, mais les accompagner pendant leur suspension et les préparer justement à leur retour ou à leur retraite, peu importe, mais revenir sur ce qui s'est passé, c'est fondamental. Excusez-moi, j'ai une petite question. Je voudrais revenir un petit peu sur le sujet des AINS. On le sait, c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure que les formats de course s'allongent. La dégradation de la performance, elle est liée aux signaux que notre corps nous envoie. Donc on va avoir tendance à dégrader son allure par rapport à tout ça. Et on sait très bien que les AINS masquent tous ces signaux et donc forcément favorisent la performance. Est-ce qu'à la FLD ou dans les instances internationales, on a conscience de l'importance de ces AINS dans le cadre d'une performance au fur et à mesure que les formats s'allongent? Évidemment qu'on est très sensible à ça. Le débat, il a commencé de toute façon avec les corticoïdes depuis très longtemps et avec les différences de culture médicale d'un pays à l'autre, avec la France qui avait justement une approche très restrictive face aux anglo-saxons qui avaient une approche beaucoup plus libérée de l'utilisation des corticoïdes.
Et c'est ce que je vous disais en préambule, nous formellement, les ANINS, on sait exactement ce que ça veut dire, cette utilisation massive, on connaît les effets délétères de ces médicaments. Il se trouve pour l'instant que le curseur, il ne les comprend pas dans la liste des produits interdits. Mais néanmoins, on travaille déjà, et on a encore pris des contacts hier avec des spécialistes qui sont ici, des médecins, pour essayer d'interpréter ce qui a pu être constaté l'année dernière ici et s'en servir dans la compréhension de la problématique de la prise de produits qui sont listés interdits. Mais on sait très bien que la lisière est très ténue, le fil est ténu, et qu'il faut absolument qu'on éduque les sportifs sur ce que je disais tout à l'heure, sur leur capacité à ne pas prendre des médicaments quand ils n'en ont pas besoin et à s'interroger sur le sens de leur pratique. Vous savez, on focalise sur les AINS. Faut pas oublier, enfin, moi je considère qu'on rentre dans une démarche dopante lorsqu'on prend quelque chose pour fonctionner à 110% plutôt qu'à 100%. C'est un peu ce qui fait la différence entre les différents produits qu'on peut prendre, mais vous savez, on passe des AINS, mais il n'y a pas plus tard que 12 ou 15 ans, la caféine était interdite. Vous allez sur les stands, vous voyez de la caféine partout. Je vous défie quasiment à prendre un coureur qui ne prend pas de caféine sur la course. Moi, ça me pose même plus de problème que les ANINS, je vous le dis honnêtement. Pourtant, c'est ouvert, tout le monde en parle et on prend de la CAF. On prend de la CAF pourquoi? On prend de la CAF pour fonctionner à 100% ou à 105%? La caféine, on ne la prend pas juste pour amener au corps ce dont il a besoin. La caféine, on la prend pour être plus fort que ce qu'on est normalement. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas plus inquiétant les prises de caféine que les prises d'AINS? On a quand même de plus en plus d'arrêts cardiaques en sport, je tiens à le préciser. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a bien balayé un petit peu tout. Voilà, merci beaucoup pour l'engagement des personnes qui étaient présentes. Je veux bien redire un tout petit mot pour remercier Odile. Encore une fois, nous avoir invités, remercier Christophe, mais bon, ça, je le fais régulièrement. Et puis vous dire que dans 5-6 ans, quand je serai grand, je deviendrai bénévole aux Templiers parce que c'est trop top. C'est trop top.